Salut les sorciers, bienvenue dans Science en question. Salut Marine, salut Lorraine. Salut Jean. Depuis les années 60, les centrales nucléaires poussent un peu partout en France. Mais après des dizaines d'années d'exploitation, certaines arrivent en bout de course. Et même si en 2022, Emmanuel Macron a décidé de prolonger un peu l'utilisation de certains réacteurs nucléaires, la question de leur avenir est inévitable. Alors qu'est-ce qu'on en fait? On les déconstruit? Et si oui, comment? Nous recevrons deux invités de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour tout comprendre. Lorraine, qu'est-ce que tu as au menu? Bien, avec notre invité fil rouge, on va découvrir comment l'IRSN intervient pour réduire les risques lors du démantèlement. Et toi Marine, qu'est-ce que tu nous proposes? Eh bien, qui dit démantèlement dit aussi déchets, donc moi je vais vous parler rapidement de ce que deviennent ces déchets. Eh bien on découvre ça tout de suite, générique. Bonjour Anne-Cécile Jouve, bienvenue sur le plateau de Science en question, on est ravis de vous recevoir. Alors vous êtes adjointe du directeur de l'expertise de sûreté à l'IRSN et vous êtes en charge plus spécifiquement des travaux d'expertise de l'Institut en ce qui concerne les opérations de démantèlement. Donc autant dire que le sujet n'a plus aucun secret pour vous. Alors première question, pour commencer, le démantèlement d'une installation, c'est un passage obligé? Oui, effectivement, lorsque une installation est créée, il y a toute une phase de ce qu'on appelle le fonctionnement et à un moment, l'industriel décide d'arrêter son installation. Et donc, à ce moment-là, il va présenter un dossier pour avoir l'autorisation de procéder aux opérations de démantèlement qui vont lui permettre ensuite de revenir dans un état complètement, ce qu'on appelle l'état final, c'est-à-dire que l'installation est entièrement démonté et le site revient tel qu'il était initialement avant la construction de l'installation. Qu'est-ce que ça recouvre dans les grandes lignes, le démantèlement d'une installation? On peut dire que le démantèlement, ça revient à démonter l'ensemble des équipements qui sont à l'intérieur de la centrale, en particulier les très gros équipements comme la cuve du réacteur. Et puis aussi toutes les structures autour, toutes les parois, puis les bâtiments, de tout enlever et de manière à remettre le site dans l'état dans lequel il était initialement. Alors, une question un peu naïve, mais pourquoi on ne se contente pas de laisser finalement les centrales telles quelles, avec les mesures de protection qui sont nécessaires, mais voilà. Alors, c'est une bonne question. Je vous prends un peu de cours. Hein. Non, mais c'est une très bonne question. C'est-à-dire que lorsque un industriel est autorisé à créer une installation nucléaire et à la faire fonctionner, il se doit de prendre des mesures pour rendre après le site dans l'état initial et de manière à ce que les générations futures puissent utiliser le site, soit pour une utilisation industrielle ou pour un autre type d'utilisation. Donc c'est une question qui se pose dès le moment où on est même en phase d'exploitation de l'installation, on commence déjà à réfléchir au démantèlement? En fait, on commence à réfléchir au démantèlement dès la conception de l'installation, parce que c'est très important à la conception de choisir un concept, de procédé, les structures, de manière à ce qu'elles puissent être facilement démontées plus tard, et même de choisir les matériaux qui vont en particulier les moins s'activer, de manière à faciliter les opérations du démantèlement qui suivront. Très bien. Alors en France, il y a déjà plusieurs installations nucléaires qui sont en cours de démantèlement. On en dénombre combien à peu près environ? Alors, une trentaine. Une trentaine d'installations, que ce soit des installations nucléaires, des usines, des laboratoires et des réacteurs. C'est pas que des centrales. On associe souvent le nucléaire aux centrales nucléaires, mais il n'y a pas que ça comme installation? Oui, il y a d'autres installations, par exemple les installations dans lesquelles on fabrique le combustible, et puis après les installations dans lesquelles on va retraiter le combustible, et puis il y a des laboratoires de recherche, des réacteurs de recherche, on a un peu de tout, les centres de recherche, et donc en gros une trentaine d'installations en cours de démantèlement en France, et là-dedans 2 réacteurs dont on va parler peut-être plus particulièrement. C'est ce que j'allais vous demander, s'il y en a quelques-unes, les plus emblématiques en tout cas sur la carte? Alors, sur la carte, on peut parler de la centrale de Shoah, qui est dans les Ardennes, qui, elle, arrive à la fin de sa phase de démantèlement. Et puis, un peu plus à l'est, les 2 réacteurs de Fessenheim,
Ouais, dont on a beaucoup entendu parler. Voilà, qui vont bientôt avoir leur démantèlement. Et il y a aussi d'autres réacteurs, les réacteurs de première génération. Donc on peut parler de Chinois 1, A2, A3, Saint-Laurent A1, Saint-Laurent A2, Bugey 1 et même Brennelis en Bretagne. Et ils se situent où ceux-là pour... Alors, donc Brennelis, c'est en Bretagne. Là, et puis Saint-Laurent, Chinon, Bugey, c'est toute la vallée de la Loire. Très bien. Eh bien, écoutez, avant d'aborder les enjeux du démantèlement, on a voulu tester les connaissances du public, donc on a pris notre micro, notre caméra, direction les rues de Paris pour demander aux gens le sens du mot déclassement. Alors, écoutez leurs réponses. Déclassement ? Non. Pas du tout. Je sais pas du tout ce que c'est. Je pense que c'est... Non, je sais pas. J'essaie de trouver la réponse, mais non. Déclassement peut-être de centrales ou de sites qui seraient plus aux normes ou dangereuses. Voilà. Celles qui sont obsolètes peut-être ? Peut-être, vu le thème, d'arrêter le nucléaire et du coup de se sentir inférieur par rapport aux autres en termes de compétitivité, de production d'électricité, de gaz, tout ça quoi. J'imagine que ça soit le fait de pouvoir retirer du marché certaines centrales nucléaires qui du coup sont déclassées parce que trop obsolètes. Peut-être que ça voudrait dire qu'en gros la centrale nucléaire elle change de manière de fonctionner ou alors qu'elle utilise différemment l'énergie pour produire de l'énergie nucléaire. Alors Anne-Cécile, une réaction à chaud sur ce que les gens ont dit ? C'est pas si mal, hein. Il y a l'idée. En fait, je donne la solution. Oui, donnez-nous la bonne réponse. Qu'est-ce qu'on appelle le déclassement alors ? Le déclassement, c'est la toute dernière opération administrative qui intervient sur une centrale nucléaire en particulier. Et donc, après tout le démantèlement, toutes les opérations de démantèlement, la réhabilitation du site, à ce moment-là, il n'y a plus de raison de considérer qu'on a une installation nucléaire et donc l'autorité raye l'installation de la carte des installations nucléaires. C'est le coup de tampon final ? Yes, tout à fait. Très bien. Alors, il y en a d'autres qui ont parlé d'obsolescence, de compétitivité aussi. Là, c'est pas du tout lié à ça, hein, clairement. C'est pas que ça, évidemment. Quand une installation devient obsolète, l'exploitant, enfin l'industriel qui exploite l'installation décide de l'arrêter, c'est de sa responsabilité. Mais ça peut être pour d'autres raisons qu'il souhaite arrêter son installation. Ah ben. Et alors, j'imagine que ça varie d'une centrale ou d'une installation à l'autre, mais combien ça prend de temps en moyenne un démantèlement ? Alors oui, ça dépend effectivement beaucoup de l'installation. On va dire un réacteur type ceux qui sont exploités actuellement en France, les réacteurs à eau pressurisée, c'est on va dire une quinzaine d'années. Oui, voilà, c'est ça qui est, je trouve, qui est fou, c'est que c'est des échelles de temps énormes. On pourrait penser que ça met moins de temps. Pourquoi ça met aussi longtemps ? Alors, c'est très bonne question. C'est en fait que le démantèlement, c'est un projet industriel à part entière. C'est pas juste j'ouvre mon installation, j'ouvre les portes et je sors tout. Ça serait voilà. Donc il y a plusieurs étapes dans le démantèlement. Et puis suivant la façon dont l'installation a été conçue, moi je prends toujours l'image d'un assemblage de Lego. Hein. On joue avec des Lego. Ok, pour démanteler, c'est comme si on enlevait les briques. Mais en fait, c'est pas comme ça une installation nucléaire. Il y a plein de circuits qui sont imbriqués, des tuyauteries qui traversent qui partent d'un local à un autre, qui ont vu transiter des substances radioactives ou pas. Et donc, ce serait plutôt un Mikado. Et puis, vous voyez, quand vous avez une pile de Mikado, vous n'allez pas tirer n'importe comment. Vous réfléchissez par où commencer de manière à maîtriser tous les risques pendant ces opérations-là. Quand même, est-ce qu'il y a une filière aussi du démantèlement ? Parce que, on a beaucoup de centrales. Depuis les années 60, elles se sont multipliées. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une filière qui s'est constituée pour les démanteler ? Vous avez dit qu'il y en a une trentaine, donc ça, quand même, ça commence à faire un chiffre, quoi. C'est pas du BTP classique. Oui, voilà. Ah, c'est ça. Donc, effectivement, ce que je disais, c'est vraiment... c'est une filière industrielle à part entière parce qu'il faut des corps de métiers très différents
pour démanteler un réacteur, on va dire en particulier. Et en plus, c'est des métiers qui ne sont pas les mêmes que ceux auxquels l'industriel fait appel pendant son fonctionnement, puisque ça va être vraiment des opérations très différentes. En plus, ça va s'étaler sur une dizaine, une quinzaine d'années, et donc ça veut dire qu'il faut avoir un tissu industriel important de manière à pouvoir réaliser toutes les opérations pour arriver jusqu'au bout du démantèlement. Vous, à l'IRSN, vous intervenez un petit peu en amont. On va découvrir plus précisément quel est le rôle de l'Institut dans le démantèlement. On va le voir avec toi, Lorraine. C'est parti pour le Science en Action. Alors Anne-Cécile, on va prendre un exemple en particulier que vous avez évoqué en introduction de l'émission, c'est SHOA, qui est un des premiers réacteurs qu'on démantèle. Il a été arrêté en 91, ça fait plus de 30 ans. Vous l'avez dit en préambule, on touche au bout, mais on n'est pas encore tout à fait démantelé. Dans combien de temps on peut espérer que le site soit complètement nettoyé ? Là, on est vraiment à la fin des opérations de démantèlement du réacteur de SHOA. Ce qu'il faut savoir, c'est que SHOA, c'est un réacteur à eau pressurisée qui était un peu particulier parce qu'il a été construit dans une caverne. Et donc, il y a des opérations qui ont été un peu spécifiques en raison de cet emplacement très particulière, parce que ce n'est pas le cas des autres réacteurs qui sont actuellement en fonctionnement. Mais comme c'est la même technologie entre le réacteur de SHOA et le réacteur de Fessenheim, par exemple, toutes les opérations qui ont été réalisées à SHOA servent d'apprentissage, oui, pour bâtir un retour d'expérience, le terme qu'on utilise habituellement, pour permettre de définir les bonnes dispositions à mettre en œuvre dans le démantèlement de Fessenheim, des 2 réacteurs de Fessenheim qui va bientôt intervenir. C'est une sorte de banc d'essai, quoi. C'est un SHOA. Pardon ? C'est une sorte de banc d'essai. C'était quand même un réacteur qui a fourni de la puissance électrique. C'est pas une improvisation non plus. Oui, c'est quand même ça a été très encadré avec des dossiers de sûreté sur les opérations les plus spécifiques, celles qui présentaient le plus d'enjeux. Oui, alors vous l'avez dit, c'est donc un réacteur à eau pressurisée, comme Fessenheim et comme d'autres réacteurs qui sont encore aujourd'hui en fonctionnement. Il y a d'autres réacteurs qu'on est encore aujourd'hui en train de démanteler, qui sont basés sur d'autres technologies ? Oui, alors c'est ce qu'on appelle les réacteurs de première génération, et en particulier ceux qui sont les plus connus, ce sont ceux qu'on désigne sous un nom un peu barbare, les UNGG, donc qui veut dire uranium naturel graphite gaz, et donc c'était la première génération de réacteurs électrogènes en France, et donc qui ont été arrêtés il y a déjà quelques années, et qui sont beaucoup plus difficiles à démanteler, puisque, en fait, au stade de la conception, les grands principes du démantèlement n'ont pas été vraiment pris en compte. Donc aujourd'hui, c'est un défi majeur pour EDF d'arriver à démanteler ces 6 réacteurs UNGG. Et donc, à l'IRSN, on a expertisé la stratégie de démantèlement d'EDF pour démanteler ces réacteurs. Et on s'est attaché aux différentes étapes et aux risques associés à chacune des étapes. La première étape, c'est EDF qui vous envoie un gros dossier, globalement, où il détaille tout, chaque étape de comment on va faire. Alors, à quel point ça rentre dans le détail, ça rentre dans le détail autant que faire se peut, parce que si il y a 30 ans pour démanteler une installation, décrire aujourd'hui une opération de démantèlement spécifique qui sera dans 25 ans... Oui, on ne va pas dire jeudi 25 mai, Jean-Michel va... Il faut être un peu... c'est proportionné aussi au calendrier prévisionnel, mais les premières étapes se doivent, elles, d'être bien décrites, et en particulier toutes les dispositions de sûreté et de radioprotection qui seront retenues pour les premières étapes, elles sont bien décrites dans les dossiers. Et à l'IRSN, nous évaluons, je dirais, le caractère suffisant des dispositions retenues. Est-ce que ça va être suffisant pour limiter les risques pour les travailleurs, pour l'environnement, pour le public? Pourquoi les premières étapes, c'est les plus sensibles? Les premières étapes, en fait, dans le démantèlement, globalement, ce qui est important au début du démantèlement, c'est d'enlever la majorité, la plus grande partie des substances radioactives qui sont à l'intérieur du réacteur, c'est-à-dire le combustible. Une fois que le combustible est enlevé, on a enlevé plus de 99% des matières radioactives, et donc les risques diminuent fortement
pour l'environnement et pour le public. Une fois qu'on a enlevé la matière fissile, on ne va pas tout de suite découper la cuve dans laquelle elles étaient impliquées, installées. Alors, il y a, par exemple, pour Fessenheim, il va y avoir une opération de décontamination de l'ensemble de l'intérieur du circuit primaire, donc de tous les tubes qui ont vu passer le circuit primaire. Et donc, EDF va commencer par démanteler tout ce qui est autour. Il nettoie, il fait cette décontamination chimique de l'intérieur. Après, il pourra couper les différents équipements autour. Et après... Tout ça, on découpe des morceaux qu'on va les jeter ensuite. Voilà, et après, on se rapproche de la cuve et il y a le démantèlement, enfin, je pense qu'on va en parler, de la cuve et des équipements ce qu'on appelle les internes, tout ce qui est à l'intérieur, sur le couvercle. On a des images de la cuve de Showa qui a été démantelée et ça a été fait d'une façon assez particulière, notamment en téléopération. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette cuve, elle a vu le combustible pendant le fonctionnement, c'est-à-dire pendant qu'il y avait une irradiation très importante. Et donc, il est hors de question d'aller découper sur place au contact. Alors, il y a plusieurs façons de faire. C'est soit de mettre des écrans entre la partie de la cuve qui est irradiante et le travailleur, soit quand c'est un écran radiologique, c'est-à-dire quelque chose qui va faire barrage au rayonnement. Et donc, là, dans cette photo, EDF a rempli en eau, et l'eau, en fait, freine et arrête, à partir d'une certaine hauteur, les rayonnements qui sont émis par tout le métal qui a été activé. D'accord. Et la téléopération, c'est en complément, c'est-à-dire pour que les travailleurs n'aient pas à travailler au contact de tous ces équipements irradiants, EDF a développé des robots, des bras télémanipulateurs qui vont découper, démonter au contact, et comme ça les travailleurs sont à distance et ils ne sont pas exposés. Donc il y a toute une réflexion technique derrière. Est-ce que entre le début et la fin d'un démantèlement, parfois on a de nouvelles techniques ou de nouvelles technologies qui apparaissent, et donc forcément j'imagine qu'on doit s'adapter. Enfin, c'est des choses qui arrivent? Ah oui. Et ça c'est déjà dans la réglementation, ce qui est demandé aux industriels, c'est de tenir compte des meilleures techniques disponibles à tout moment. Donc c'est vrai. Il faut se tenir à jour en fait. Voilà, 15 ans, ça change en plus. Et ça change et ça évolue. Donc effectivement, un industriel peut... parce qu'il y a des recherches, parce qu'il y a des industriels, je ne sais pas, aux États-Unis qui ont mis en œuvre une nouvelle technique, ils vont se tenir au courant et pouvoir demander une modification de leur scénario de démantèlement pour mettre en œuvre cette technique qui apparaît et gagner du temps, de la dose, voilà. Et alors, il y a la cuve à découper, et puis il y a tout le reste, vous en avez un petit peu parlé, il y a tous les circuits, il y a ce qui a touché le circuit primaire qu'on va enlever en premier, mais il y a tout le reste, c'est un immense bâtiment dans lequel on a plein de tuyaux qui passent partout, donc on a des gens qui travaillent partout dans le chantier, qui vont découper des choses à droite à gauche. Ouais. Alors comment ça s'organise tout ça? C'est toute la difficulté en fait d'un chantier de démantèlement, c'est parce que ce n'est pas un chantier de démantèlement, c'est plusieurs chantiers dans le même bâtiment et qui vont avoir chacun leur propre calendrier et donc avec des travailleurs qui vont aller pour démanteler tel circuit, puis qui vont intervenir sur autre chose. Et donc c'est pour ça qu'il y a toute la question de la coactivité et au-delà de ça des facteurs humains et organisationnels. Et les industriels, en particulier EDF, mènent des analyses de manière à ce qu'il n'y ait pas qu'un chantier n'entraîne pas de risque sur l'autre chantier. Oui, parce qu'en plus, elles n'ont pas toutes le même taux de contamination, ou on a des chantiers qui sont plus ou moins dangereux. Oui. Alors, il y a plusieurs chantiers pour lesquels il faut mettre en place ce qu'on appelle des sas de confinement. Ce sont donc des structures qui sont temporaires et qui vont permettre aux travailleurs de travailler sur une portion d'un circuit pendant qu'il y a à côté des gens qui marchent et qui vont vers un autre chantier. Et donc, le risque de dissémination des matières radioactives
est un des risques majeurs au cours du démantèlement. On a parlé du dossier qui était déposé par l'exploitant. Donc ça, c'est une analyse sur le papier de ce qui va être fait. Est-ce que vous allez aussi sur le terrain pendant certaines opérations sensibles peut-être ou des contrôles spontanés ? Alors oui. En fait, c'est très important, c'est-à-dire qu'à l'Institut, on évalue la sûreté des installations au stade de la conception, de leur fonctionnement et enfin au stade de leur démantèlement. Donc on a engrangé une grande connaissance des installations et ce qu'on appelle le spécialiste de l'installation chez nous, le chargé d'affaires, il connaît parfaitement l'installation et lorsqu'il reçoit le dossier de démantèlement déposé par EDF, en fait, il connaît les risques et il peut, après avoir lu les centaines de pages du dossier, il est capable d'estimer, de juger si ce sont les bonnes dispositions qui ont été retenues. Et puis c'est vrai qu'il va souvent en visite technique dans les installations, il connaît son installation. Et j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que ce qu'on a appris des démantèlements qui sont en train d'être faits, qui sont faits depuis 20 ans, ont modifié nos façon de construire des centrales, et je pense notamment à l'EPR de Flamanville qui est en construction depuis quelques temps. Ça a eu des impacts sur la façon de concevoir les nouvelles centrales ? Oui, c'est vrai que pour toutes les installations neuves, les industriels font dorénavant très attention au choix des matériaux, à la conception même des circuits, de manière à faciliter derrière, le moment venu, leur démantèlement. Très bien, merci Anne-Cécile. Alors comme vous pouvez vous en douter, le démantèlement génère des volumes impressionnants de déchets. Alors quels sont ces déchets et qu'est-ce qu'on en fait ? Marine va nous apporter des réponses dans la séquence suivante. Alors depuis le début de l'émission, on parle de démantèlement des installations et de sûreté, mais on n'a pas encore évoqué la question des déchets issus de ces démantèlements. Et des déchets, il y en a un paquet, beaucoup plus que pendant la durée de fonctionnement de l'installation. Évidemment, ça varie en fonction des installations, des centrales, mais on est sur plusieurs dizaines de milliers de tonnes de déchets par démantèlement. Par contre, ils sont loin d'être tous radioactifs. 80% des déchets de démantèlement sont des déchets classiques de démolition, donc non radioactifs. On va avoir des gravats, de la ferraille, et ceux-là, on va les traiter exactement comme les autres déchets du BTP. Il reste quand même 20% de déchets radioactifs, c'est quoi ça alors ? Par exemple, ça peut être des déchets de démolition qui ont été exposés au rayonnement, des tenues de protection en vinyle par exemple, ou même de l'eau utilisée pour rincer les équipements. Et ces déchets-là, il n'est pas question de les jeter avec les ordures ménagères, ni dans la poubelle jaune d'ailleurs. Ils sont soigneusement triés selon 2 critères, leur niveau de radioactivité et leur durée de radioactivité. On a des déchets donc de très faible activité, de faible activité et de moyenne activité, qui peuvent avoir une vie courte, soit donc quand il reste radioactif moins de 300 ans, ou une vie longue, ouais ça c'est court, pour ceux qui peuvent rester radioactifs des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Et il y a aussi des déchets de haute activité, mais ils sont plutôt produits quand l'installation est encore en fonctionnement, donc moins pendant la période de démantèlement. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, la destinée de tous les déchets radioactifs, c'est d'être stockés de manière sûre le temps que leur radioactivité diminue. Mais évidemment, on ne prend pas les mêmes précautions pour tous les déchets. Pour faire simple, plus un déchet est radioactif, plus on va l'emballer dans des couches de matière pour bien l'isoler. On va le mettre dans un caisson en métal, on va l'enrober de béton. On a aussi une technique de vitrification, donc avec du verre. À la fin, on obtient ce qu'on appelle un colis de déchets. Donc, typiquement, le genre de colis qu'on n'a pas envie de recevoir ? Tout à fait. Non, on va plutôt l'envoyer dans un centre de stockage adapté en fonction de la durée de vie du déchet, donc sa durée de radioactivité. Plus le déchet est radioactif longtemps, plus on va le stocker profondément. Mais figurez-vous qu'on n'a pas toujours stocké les déchets nucléaires sur la terre ferme, ou sous la terre ferme plutôt. Jusqu'en 1993, beaucoup de pays jetaient littéralement leurs colis dans l'océan, avant de se dire que c'était peut-être un poil trop risqué en termes de contamination, comme quoi on a fait du chemin niveau sûreté. Anne-Cécile, une petite réaction à cette chronique ? Non, Est-ce que la gestion des déchets, c'est quelque chose qu'on anticipe au moment où on conçoit C'est vraiment un sujet majeur du démantèlement et même du fonctionnement d'une installation. C'est-à-dire que lorsqu'un industriel veut créer une nouvelle installation, on parle en ce moment des nouveaux réacteurs, les industriels se doivent d'identifier dès la conception les filières de déchets qui seront produits tout au long du fonctionnement de l'installation
et au cours du démantèlement. Donc ce qu'on appelle une filière de déchets, c'est le chemin finalement entre la sortie de l'installation et le stockage final. Et là, avec les prochains chantiers de démantèlement qui vont être lancés, donc par exemple autour de 2030, j'imagine qu'on va avoir une quantité de déchets assez impressionnante dans les années à venir. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous vous préparez déjà ? Oui, alors à l'IRSN, on a des unités qui travaillent vraiment sur le sujet des déchets radioactifs. Et oui, à l'IRSN, on est vraiment très sensibilisé à ce sujet. D'ores et déjà, on travaille sur les stratégies de gestion des déchets produits aujourd'hui et leur devenir, ce qui va en être fait, s'il y a des problématiques. Par exemple, augmenter la capacité des centres de stockage dans les prochaines années ou... Alors, ça, c'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs qui est en charge de gérer tous les stockages, c'est l'ANDRA. Et donc, à l'IRSN, c'est vrai qu'on expertise la sûreté de toutes les installations de stockage et leur capacité, c'est-à-dire toute la place qu'il y a dedans en fonction des installations qui existent et qui seront à démanteler. En tout cas, on a compris, à l'IRSN, donc vous expertisez et vous anticipez aussi, beaucoup. C'est important. Merci Marine. Un des maîtres mots du démantèlement, c'est l'anticipation. Alors le meilleur moyen de prévenir tous les cas de figure et de perfectionner notre gestion des risques, c'est de travailler sur des cas particuliers. Notre prochain invité est chercheur à l'IRSN. Il collabore avec les équipes japonaises sur le démantèlement de Fukushima et il nous livre son retour d'expérience dans l'esprit d'équipe. Bonjour Emmanuel Porcheron, bienvenue dans le studio de Science en Question, on est ravis de vous recevoir. Alors vous êtes chercheur au laboratoire de physique et métrologie des aérosols à l'IRSN. Vous travaillez régulièrement ensemble tous les deux ? Tout à fait, oui. Nous avons des échanges entre le côté recherche de l'IRSN et le côté expertise, puisqu'il y a une synergie entre les deux pôles de l'IRSN qui est nécessaire pour anticiper. Et ça au quotidien ou Au quotidien, pas forcément, mais disons que l'expertise de l'IRSN va se nourrir de la recherche qui est menée à l'IRSN. Ça permet d'anticiper, par exemple, des nouveaux scénarios de démantèlement que pourraient utiliser les industriels, de nouvelles technologies qui pourraient être utilisées. Alors, très bien. Alors, comme je le disais en préambule, on va s'intéresser au cas particulier de Fukushima. Après la catastrophe en mars 2011, le gouvernement japonais a décidé de démanteler les réacteurs. Vous êtes allé sur place. Qu'est-ce que vous retenez de votre visite ? Alors, je suis allé sur place à plusieurs reprises. Ce que je retiens, c'est le travail assez important qui a été réalisé par les Japonais en l'espace de 10 ans. C'est-à-dire que le site a été quand même bien dépollué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut approcher des réacteurs à une centaine de mètres sans aucune protection, ce qui n'était pas du tout le cas au début. Après, il reste des zones extrêmement contaminantes, à côté des 3 unités qui ont été accidentées. Mais il y a un très gros travail des Japonais, et en lien aussi avec la communauté internationale. Donc c'est aussi dans ce cadre-là que nous, on collabore avec nos partenaires, donc avec le CEA et Honnête Technologies, dans le cadre de ces projets pour le compte du gouvernement japonais. Alors, c'est une question un peu plus anecdotique, mais quand on préparait l'émission, vous disiez que vous sentiez aussi une volonté de vouloir effacer ce qui s'était passé ? Alors oui, il y a cette volonté déjà qui s'explique pour une question de sûreté, puisqu'aujourd'hui il y a quand même une quantité de matière radioactive très importante sur des sites qui sont quand même instables, puisque la nature extrêmement sismique du Japon fait qu'on ne peut pas laisser une installation en l'état. Le Japon aussi étant un petit pays, donc les conséquences radiologiques de la dispersion potentielle de particules radioactives ont une conséquence très forte au Japon. Et effectivement, il y a aussi dans la mentalité japonaise, dans leur histoire, la volonté toujours de reconstruire les choses et de faire face aux aléas de la nature, que ce soit les séismes ou les tempêtes ou les cyclones. Voilà. Très bien, mais alors pour ça, il y a des défis à relever. Quel est le principal défi à relever dans le cas du réacteur de Fukushima ? Alors, il y en a plusieurs, mais un des défis les plus importants, c'est ce qu'on appelle le retrait du corium. Alors, le corium, c'est ce qui est issu de la fusion du cœur du réacteur. Donc, ça contient de l'uranium, du combustible, ça contient différents métaux. Ça peut contenir aussi du béton si ce corium a interagi avec le béton. Et donc, c'est une matière aujourd'hui qui est solidifiée, qui est à température à peu près ambiante, mais qui est extrêmement radioactive. Donc, il faut aller retirer cette matière, donc plusieurs centaines de tonnes, on parle de plusieurs centaines de tonnes, qu'il va falloir extraire de ces unités accidentées, et en petits morceaux, et il va falloir après mettre ces petits blocs de corium dans des containers qui vont être stockés
sur du stockage très long terme sur le continent japonais, sur le sol japonais. Le corium, pour bien préciser les choses, c'est comment dire, une substance qu'on ne trouve pas habituellement dans les centrales. Hein. Non, c'est vraiment le corium, c'est vraiment issu de la fusion du cœur. Donc c'est issu d'un accident grave avec fusion de cœur. Donc il n'y en a pas eu tant que ça, des accidents graves. Hein. Il y en a eu un à Three Mile Island, le premier en 79, qui n'a pas eu de conséquences radiologiques fortes. Et il y a eu donc l'accident de Tchernobyl, où il y a eu effectivement beaucoup de corium. Alors c'était des réacteurs de conception complètement différente. Et puis l'accident de Fukushima Daiichi, puisqu'il y a plusieurs centrales qui s'appellent Fukushima, donc c'est bien Daiichi. Vous faites bien de le préciser. Et donc là, on a effectivement du corium qui a été produit, mais on n'a pas de corium dans une centrale en fin de vie qui va être démantelée. Donc très bien. Alors vous avez ramené une maquette sur la droite. Ça représente quoi cette maquette ? Alors tout à fait. Donc ça c'est une maquette faite par impression 3D qui a été faite par les personnes du JEA. Donc le JEA c'est l'équivalent du CEA japonais. Okay. Donc ils ont fait, c'est une maquette qui représente une unité de la centrale de Fukushima Daiichi. Vous avez ici la cuve. Et vous avez ici ce qu'on appelle le puits de cuve, donc ce qui est en dessous de la cuve. Et ce qu'on voit en rouge en fait, ça représente le corium qui a coulé. Qui a fondu, qui a percé la cuve, parce que la température de fusion du corium est supérieure à la température de l'acier, de la résistance de l'acier. Et donc ce corium va se répandre sur le baisement du pédestal, qui est en béton. Il va interagir avec le béton, et il va se refroidir petit à petit. En temps normal, le combustible qui sert à alimenter la centrale, il est dans la cuve qui est au-dessus. Il est dans la partie haute, voilà. D'accord, et là c'est tombé... Donc là c'est tombé, ça a fondu, ça a percé la cuve et ça s'est répandu plus ou moins en fonction des unités, puisque... Je crois qu'on a des images qui montrent un peu justement, qui représentent. Donc ça c'est le cœur du réacteur. C'est l'enceinte de confinement. Ce que vous voyez en orange, donc c'est l'enceinte de confinement. Et ce qu'on voit vraiment au centre de l'image, donc c'est la cuve. Donc ça c'est un réacteur non accidenté, hein. C'est un réacteur de type bouillant qui est extrêmement différent des réacteurs à eau pressurisée qu'on a en France. Notamment le volume de l'enceinte de confinement est beaucoup plus petit. Pour vous donner une idée, le diamètre en fait de cette partie-là c'est à peu près 5 mètres, donc c'est quand même tout petit. Donc ça, ce sont des vues 3D qui ont été faites toujours par le JAEA japonais. Et on a la vue donc après l'accident pour voir un peu ce que ça change. Donc là, on voit par exemple, est-ce que vous pouvez nous décrire Alors, ce que vous voyez en fait le corium qui apparaît en marron, hein, avec la dégradation aussi des crayons qui contiennent le combustible et qui s'est répandu. Donc ça, c'est issu d'images réelles qui ont été obtenues par l'industriel TEPCO, hein, qui en fait réalise des investigations avec des robots, avec des caméras. Donc au début c'était un petit peu compliqué parce que les robots ne tenaient pas aux radiations, mais maintenant ils arrivent à faire des images de très bonne qualité. Et donc on peut reconstruire, avec des scanners aussi, la géométrie actuelle du réacteur accidenté. Et ça c'est extrêmement important pour la suite des opérations du démantèlement. Et juste pour en finir avec ce que vous nous avez apporté, mais on voit qu'il y a c'est des échantillons de corium. Tout à fait. Alors, c'est du corium. Sans risque, là. Les Japonais disent fuel débris. C'est un corium simulant, donc qui est réalisé par une équipe du CEA Cadarache, donc à travers la plateforme Plinius. Et donc, on va réaliser un simulant dans lequel on va simuler les composants radioactifs. Par exemple, l'uranium est simulé par de l'hafnium, le plutonium par du cérium. Donc, c'est complètement non radioactif. C'est pour ça que je peux le tenir. Pas de risque là. Il n'y a pas de risque. On peut voir, on peut le prendre. Et en revanche, on va être représentatif en termes de, par exemple, température de fusion. Est-ce que ça représente le poids aussi? Parce que je trouve que c'est un peu lourd. Mais... Alors, en termes effectivement, de masse volumique, on est assez proche d'un corium réel, hein, puisque la masse volumique des produits, des composés qui simulent les composants radioactifs sont assez voisins des composés réels. Bon, un petit peu en dessous, mais on va être quand même représentatif en termes de masse volumique, en termes de température de fusion. Par contre, en termes de chimie, on va être assez différent. C'est pour ça qu'aussi le CEA développe des coriums qu'on appelle prototypiques qui contiennent de l'uranium appauvri. Donc là, c'est un corium qui est radioactif, faiblement, mais qui permet d'être un peu plus représentatif. Et donc, on réalise aussi des essais avec ces types de simulants. Alors, plusieurs stratégies sont imaginées pour pouvoir retirer ce corium du réacteur. L'une d'entre elles, c'est d'utiliser un laser. Quelle est la difficulté avec cette technique? Alors, il y a effectivement plusieurs techniques candidates pour aller découper ce corium. Alors, ça peut être des techniques mécaniques, assez classiques, de la disqueuse, des scies, qui sont utilisées en démantèlement en France. Et puis, il y a la technique laser, alors qui a un intérêt, c'est qu'elle est très adaptée à la téléopération.
Elle peut être utilisée avec des robots. Et puis, elle n'a pas de contact direct avec la matière. Donc, il n'y a pas de risque de bloquer un outil, puisque dans les conditions de Fukushima Daiichi, ça devient tout de suite très compliqué de gérer ce type de scénario. Donc, elle a des avantages. Elle a aussi, comme toute technique, et toutes les techniques ont aussi cet inconvénient, c'est qu'on va générer des particules radioactives lors de cette découpe. Alors, dans le cas du démantèlement d'une installation non accidentée, on génère aussi des particules, donc on appelle aérosols, quand ils sont mis en suspension. Alors, sur des réacteurs non accidentés, ces particules peuvent être radioactives, assez faiblement, puisqu'on a les matériaux, par exemple, de la cuve qui vont être activés. Mais là, comme on découpe du corium, c'est... Exactement. Alors là, c'est exacerbé, ça veut dire qu'on va avoir potentiellement des aérosols extrêmement radioactifs. Pas forcément partout, parce qu'il y a aussi du corium, où on va retrouver de l'acier inox, des métaux, mais on va avoir un risque de dispersion de ces aérosols qui doit être pris en conséquence. Et c'est la contribution de l'IRSN dans les projets que nous menons avec nos partenaires pour le Japon, c'est d'apporter aux Japonais des éléments pour mieux évaluer les risques liés à la dispersion de ces aérosols radioactifs. L'idée, c'est aussi de mieux les caractériser, de mieux savoir quel type d'aérosol on produit. Effectivement, puisque quand on veut prédire le comportement d'un aérosol, savoir s'il va il va être facile à confiner, s'il va se disperser facilement, la grandeur physique principale, c'est la taille de l'aérosol, son diamètre et sa masse volumique. Donc, en fonction de la taille d'aérosol, on va pouvoir prédire le comportement de l'aérosol. Est-ce que l'aérosol va se disperser très facilement ou au contraire, est-ce qu'il va, on dit, sédimenter, être déposé au sol très rapidement. Après, il y a la morphologie de l'aérosol, c'est-à-dire exactement la forme de l'aérosol peut jouer aussi, avoir une importance, notamment par rapport à la filtration de ces aérosols. Et puis derrière, c'est la composition de cet aérosol, puisque cette composition, elle est reliée à la radioactivité qui est portée par cet aérosol. Donc en cas d'inhalation par l'homme, par exemple, il est très important de connaître, d'avoir des informations sur la taille de l'aérosol, mais aussi sur la radioactivité qui est portée. Alors, vous parliez de la taille, on parle de particules de quelle taille, justement ? Alors, les particules, un aérosol, finalement, c'est un aérosol de l'échelle nanométrique à quelques dizaines de microns. Puisque la définition d'un aérosol, c'est une particule qui va rester en suspension, qui ne va pas sédimenter. Alors, dans le cas de la découpe du corium, en fonction des techniques qu'on va utiliser, on va avoir des aérosols de différentes tailles. Donc, c'est pour ça qu'on réalise différents tests. Pour les techniques de découpe mécanique, disqueuse, scie, on va avoir des aérosols de quelques microns, plutôt quelques microns. C'est assez gros, finalement. C'est assez gros. Pour un aérosol, c'est effectivement assez gros. Pas dans l'absolu, mais... Voilà. Pour les techniques de type découpe laser, on va avoir des aérosols beaucoup plus fins. On va avoir des aérosols qu'on dit submicroniques, inférieurs au micron, puisque en fait, ça vient des processus de formation de ces aérosols qui sont liés à la recondensation des vapeurs et qui forment des aérosols qui sont extrêmement fins. Comment vous faites, vous, en laboratoire, pour étudier ces aérosols ? Alors, on a une approche à plusieurs étapes. Donc, avec les équipes du CEA, on peut réaliser de la découpe laser sur les installations du CEA avec des simulants de corium où on va pouvoir obtenir des caractérisations d'aérosols issus de cette découpe. À l'IRSN, on a aussi des installations qui permettent de découper des matériaux. Alors, on va plus utiliser des techniques mécaniques. Et puis après... Par exemple, si on s'intéresse aux moyens de mitigation, c'est-à-dire des systèmes développés pour limiter la dispersion, on va pouvoir réaliser des essais dans des installations de l'IRSN. Et alors, typiquement, c'est ce qu'on appelle le Toscan, c'est ça ? Dans l'installation Toscan, qui est donc à l'IRSN Saclay, on va pouvoir simuler ces aérosols en injectant des aérosols dans une enceinte qui fait quelques mètres cubes. C'est ce qu'on voit à l'image ? Tout à fait, c'est cette enceinte. Et on va pouvoir tester, par exemple, un moyen de mitigation par spray, par aspersion. Donc, ce sont des sprays d'eau qui vont être injectés, des fines gouttelettes. Et ces gouttelettes, elles vont collecter ces aérosols avec une certaine efficacité. Et donc, on va, comme on dit, rabattre la contamination vers le bas de l'installation ou vers le bas du puits de cuve. Parce que quand on pchite de l'eau qui retombe, quoi. L'eau va retomber, elle va capter des aérosols. Donc, c'est ce phénomène qu'on observe ici dans Toscan. C'est un phénomène aussi qu'on a dans l'environnement quand il pleut. Les gouttes de pluie, elles vont collecter des aérosols qui peuvent être aussi radioactifs en cas d'accident. Ou des pollens. Ou des pollens, ou de la pollution atmosphérique. Voilà. Et là, plus précisément, qu'est-ce qu'on voit à l'image ? Vous pouvez nous décrire un peu ?
En fait, là, on va reproduire dans l'installation Toscan des écoulements, ce qu'on appelle multiphasiques. Donc là, en l'occurrence, c'est un jet de gaz qui est injecté sous eau, donc il va générer plein de petites bulles. Ouais. Et en fait, pour modéliser les phénomènes de piégeage d'aérosols par l'eau, on a besoin de connaître les caractéristiques de ces bulles, leur taille, leur dimension, donc, leur vitesse. Les bulles, si je comprends bien, c'est un peu l'équivalent des aérosols. Alors les bulles, elles contiennent des aérosols. Okay. Ça veut dire que quand on va découper, par exemple, sous eau avec un laser, on injecte du gaz, et donc les aérosols vont être transportés par les bulles jusqu'à la surface. Okay. Et donc il y a des échanges qui se font entre ces bulles et l'eau, ce qui permet de réduire la contamination d'aérosols qui arrivent à la surface. Très bien. Mais alors vous travaillez à une échelle toute petite. Alors, comment vous arrivez à voir comment une goutte ou une bulle arrive à capturer une particule radioactive? On va pas faire, dans ce cas-là, on ne va pas faire des mesures vraiment au niveau de la bulle, on va faire des mesures beaucoup plus globales. Okay. C'est-à-dire qu'on va injecter une quantité d'aérosol à une hauteur d'eau donnée, et on va mesurer la quantité d'aérosol qu'on récupère à la surface. Donc on va pouvoir estimer, si vous voulez, l'efficacité de ce piégeage des aérosols par le matelas d'eau. Très bien. Alors cette eau, après, il faut la récupérer. Est-ce que là aussi, on anticipe ce... Alors, dans le cas de Fukushima, effectivement, cette eau, elle est récupérée. Alors aujourd'hui, il y a des systèmes qui existent, hein, c'est-à-dire que l'eau qui est injectée aujourd'hui, un petit peu pour refroidir aussi le corium, elle est dépolluée, elle est retraitée. Alors, elle est stockée par TEPCO dans des réservoirs que vous avez pu apercevoir, je pense, sur le site de Fukushima. Donc on arrive à dépolluer l'eau vis-à-vis de beaucoup de radionucléides, le césium, tout un tas de radionucléides. Ce qui est extrêmement difficile à dépolluer, c'est le tritium. D'accord. Le tritium, parce que la technologie ne permet pas aujourd'hui d'extraire le tritium de l'eau, c'est extrêmement compliqué. Donc en fait, la stratégie qui a été choisie par les Japonais, c'est de diluer cette eau tritiée, faiblement tritiée, et de la rejeter en mer à des niveaux de tritium qui sont extrêmement bas. Ce qui avait fait parler un petit peu... Oui, il y a quelques articles passés à ce moment-là. Effectivement, il y a eu des articles. L'IRSN aussi a émis des avis consultatifs pour le grand public par rapport à ce rejet d'eau. Mais bon, la stratégie des Japonais montre qu'ils arrivent à rejeter une eau qui contient des niveaux de tritium qui sont inférieurs au seuil de potabilité. Ouais, donc a priori, c'est quelque chose de... Et juste pour bien comprendre, l'eau, de temps en temps, on arrose le corium quand on doit intervenir dessus ou c'est aussi Non, continu? il y a un arrosage en continu, une circulation d'eau, alors qui a beaucoup réduit par rapport au début de l'accident. Mais il y a quelques dizaines de mètres cubes d'eau qui sont injectés par unité. Sans ça réchauffe instantanément? Non, ça va pas chauffer très fort, mais ça va quand même, la température va un petit peu s'élever. Pas très fort, c'est combien? Pas très fort. Normalement, ils ont fait des essais, TEPCO, de couper justement l'eau. C'est quelques dizaines de degrés. Ah, ok. Mais voilà. Non, le corium a bien refroidi, ça fait plus de 10 ans maintenant. Oui. Voilà. Mais voilà, par mesure de sécurité, on réinjecte de l'eau dans la cuve, qui est percée, donc l'eau descend, et puis en fait, elle est récupérée, traitée, dépolluée dans la mesure du possible. Alors, le cas de Fukushima Daiichi reste quand même exceptionnel. Comment ça pourrait nous aider, nous, en France ? Le risque lié à des particules radioactives, il est aussi présent sur du démantèlement classique. C'est-à-dire que quand on va découper, aujourd'hui plutôt avec des techniques mécaniques, mais demain peut-être avec le laser, on génère des aérosols radioactifs qu'il faut traiter, qu'il faut confiner. Donc, on travaille aussi sur ces risques liés au démantèlement en France, au niveau de la recherche, justement pour anticiper peut-être les nouveaux choix technologiques que vont faire les industriels dans les années à venir. Donc on retombe dessus, sur l'anticipation. Voilà, il faut de l'anticipation parce que le temps de la recherche est très long par rapport au temps aussi de l'expertise. Il faut plusieurs années, souvent, avant d'avoir un concept de recherche qui soit satisfaisant. Bon, merci à tous les deux. Alors, on ne va pas se mentir, on n'entend pas souvent parler du démantèlement, ni des démantèlements des installations nucléaires. Il faut dire que le grand public n'est pas souvent mis au courant. Alors, on a voulu leur poser une question, c'est de savoir s'ils voulaient être plus inclus dans cette discussion du démantèlement. Écoutez-les. Je pense que c'est important d'être au courant parce que comme il y a eu des catastrophes, des machins, il y a quand même des risques assez élevés et puis qui peuvent être catastrophiques. Donc je pense que c'est bien que la population soit au courant, participe. Je pense que c'est important vu que si ça explose, on est un peu tous dans la mouise. Donc je pense même pour question de culture G, c'est intéressant d'en savoir un peu plus.
Non, je pense que je fais confiance parce qu'il y a une réglementation qui est en vigueur et des contrôles qui sont faits post ce déclassement et ce démantèlement. Ouais. Je pense qu'il y a des agences en France qui sont suffisamment au fait de ça et qualifiées, quoi. Ouais. Un peu. Ouais, on est plus content que des gens s'en occupent plutôt que nous. Des gens plus calés, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant quand même. Ouais, bien sûr. Faut s'en intéresser, mais... Ouais, plus informer, plus demander l'avis parce que oui, une personne c'est bien, mais quand on est à plusieurs, on donne plusieurs idées, certainement on peut faire ressortir de belles choses dans les décisions, quoi. Pour moi, il faut toujours demander aux gens. Dans tous les cas, peu importe le sujet, oui, vaut mieux avoir l'avis des gens autour, ils sont forcément concernés. Et pour le coup, ça pose des questions parce que si vous dites qu'il y en a qui sont en construction et il y en a qui sont en démantèlement, bah, un peu pourquoi du coup celles-là vont partir, d'autres vont arriver, et qu'est-ce qu'on fait des sites une fois qu'ils sont du coup finis, quoi. Parce que si ça crée des problèmes de pollution, ça veut dire que c'est des sites qui ne seront pas utilisés au bout de combien de temps, je sais pas. Alors je vais d'abord vous poser la même question qu'on leur a posée. Est-ce que vous pensez qu'il faut inclure le grand public? Est-ce qu'il est déjà inclus dans certaines décisions qui sont prises sur les questions de démantèlement? Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis assez impressionnée par les réponses. Tout ça, c'est vrai. Et c'est vrai qu'à l'IRSN, en plus, on a vraiment cette vocation-là. Nos avis sont publiés tous les mois. Donc, tous les avis sur le démantèlement, ils sont accessibles sur notre site. Je fais un peu de publicité. Allez-y. Faites-vous plaisir. Internet de l'IRSN. Et puis, à l'IRSN, on intervient très, très régulièrement dans les réunions de ce qu'on appelle les CLI, c'est des cellules locales d'information qui regroupent tous les citoyens qui habitent à côté d'une centrale nucléaire ou d'une usine. Et donc, au cours des réunions, on est souvent amené à exposer un sujet de sûreté, un travail qu'on a fait, une expertise, alors donc sur un démantèlement en particulier. Et moi, je trouve que c'est très, très important, effectivement, de tenir informés nos concitoyens sur les différents sujets liés au démantèlement. Il y a des associations que vous retrouvez régulièrement sur ces oui, donc dans ces réunions, il y a beaucoup d'associations qui viennent et qui peuvent nous poser des questions. On a souvent des questions posées directement sur le site de l'Institut et on répond à toutes les questions, celles qui sont dans notre domaine de compétences, bien sûr. Il y a quelqu'un qui parle des questions de seuil, de pollution, de qu'est-ce qu'on fait du site ensuite. Ces seuils-là, ces normes-là, pour savoir si le site il est bien propre, il est bien nettoyé, qui est-ce qui les fixe? C'est vous? Non, c'est fixé dans la réglementation. Il y a un guide qui a été rédigé par l'Autorité de sûreté nucléaire qui donne des valeurs indicatives de seuil à respecter. Et les industriels, quand ils déposent en fait un dossier en fin d'assainissement, qui justifie l'atteinte de ces seuils, c'est-à-dire qu'ils sont descendus en dessous des seuils et qui montrent que le site peut être donné à disposition de l'usage qui a été déterminé. Et ça, justement, ça peut redevenir quoi un ancien site d'installation nucléaire? Eh bien, ça, c'est l'industriel qui possède le site, qui détermine quel est l'usage futur de son site. Donc, dans son scénario de démantèlement, qui est présenté dans le dossier de démantèlement, il part d'un état initial et il définit un état final qui peut être la réutilisation du site pour un usage industriel ou qui peut être une réutilisation pour, pour des bureaux. Voilà, c'est à lui, c'est à l'industriel de décider ce qu'il veut en faire et comment ça sera possible en fonction des travaux effectués. Après, j'imagine que même si les seuils sont respectés, moi on me dit on va construire ma maison sur un ancien site nucléaire. Je pense que pour beaucoup de gens, on se dit, même si les seuils sont respectés, mais c'est juste une appréhension. Oui, mais alors les seuils, ils sont définis en fonction de scénarios et qui calculent quelle serait la dose résiduelle engagée pour une habitation qui serait construite, par exemple, au-dessus. Donc ça, c'est prévu. Est-ce qu'au Japon, à Fukushima, c'est des questions que vous avez déjà entendues, en tout cas, qui se posent sur le devenir de cet endroit? Par rapport au site de la centrale? Oui, alors les Japonais ils sont très prudents là-dessus parce qu'il leur reste quand même 40 ans ou 50 ans de travail. Après, ce qui est sûr, c'est que le site ne sera pas remis à l'état dépollué complètement.
Après, est-ce que le site sera utilisé comme site industriel? C'est une possibilité, mais pour l'instant, aujourd'hui, ils ne sont vraiment pas dans ce type de réflexion. Oui, puis c'est un site accidenté, c'est très différent. Voilà. Ils ont le temps de voir venir. Ils ont le temps de voir venir, effectivement. Je reviens juste sur un élément qui a été dit par plusieurs personnes au début du micro-trottoir. Les gens ont beaucoup parlé d'explosion, d'accident. On sent que quand on leur a posé des questions sur le nucléaire, sur le démantèlement, première idée qui leur vient en tête, c'est ça, c'est le risque qui existe d'accident, d'explosion. Est-ce que c'est un risque qui est palpable pendant le démantèlement, effectivement, sur certaines opérations qui peuvent être à risque? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lors du démantèlement, on a enlevé la plus grande partie des matières radioactives présentes. Donc, oui, il y a des risques, ce qu'on appelle les risques conventionnels, les risques d'incendie, d'explosion, parce qu'on peut utiliser des solvants pour décontaminer certains endroits. Donc il peut y avoir effectivement des risques d'explosion, d'incendie, de dispersion, mais ça n'a rien à voir avec le risque pendant le fonctionnement de l'installation. Et donc pour l'environnement et pour le public, on n'est plus du tout sur les mêmes ordres de grandeur de conséquences. Bon, en tout cas, on a compris, vous veillez au grain à l'IRSN. Alors vous êtes tous les deux extrêmement pointus dans votre domaine. Alors naturellement, on se demande comment vous en êtes arrivé là. Vous allez nous retracer votre parcours en à peine quelques secondes. C'est parti. Voilà, Anne-Cécile, Emmanuel, vous l'aurez compris, c'est l'heure de notre petit challenge. Je vais vous laisser à chacun 30 secondes pour présenter votre parcours. On va commencer par vous, Anne-Cécile. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Très bien, bien, top chrono, c'est parti. Alors, quand j'étais au lycée, j'ai choisi une filière scientifique avec un bac à dominante maths et sciences physiques. Puis j'ai intégré une école d'ingénieur. Et au cours de l'enseignement de cette école, il y avait plusieurs stages, j'accélère, et parmi ces stages, j'ai fait des stages dans le nucléaire, et c'est là que vraiment j'ai eu cette révélation pour la sûreté nucléaire, et j'ai eu la chance d'arriver à l'IRSN. Voilà. Bravo, c'est quand même un peu de temps, mais bravo, bien une joué. belle présentation. Emmanuel, on va enchaîner avec vous. Oui, tout à fait. Vous êtes prêts ? Oui. Très bien, bien, top chrono, c'est parti. Donc voilà, je suis chercheur à l'IRSN depuis à peu près 20 ans. Donc j'ai fait des études universitaires scientifiques, j'ai passé une thèse, une habilitation à diriger des recherches. Et donc avec mon équipe, aujourd'hui, on réalise de la recherche expérimentale, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à des scénarios incidentels où on pourrait avoir de la dispersion de matières radioactives sous forme de particules. Donc on réalise ces recherches collaboratives avec des partenaires nationaux ou internationaux. Et la finalité, c'est de faire progresser la sûreté nucléaire en France, mais également à l'étranger. Bon, bah, bravo à tous les deux, hein, c'est beaucoup d'informations en peu de temps. Bien sûr, j'ai quelques questions pour compléter un petit peu. Anne-Cécile, vous avez évoqué votre passage en école d'ingénieur et c'est justement là-bas que vous vous êtes spécialisée dans les énergies avant le nucléaire. Qu'est-ce qui vous a poussé ensuite à vous tourner vers le nucléaire parmi toutes les énergies ? Déjà, les stages que j'ai effectués m'ont permis de voir ce qui m'intéressait le plus. Et à l'époque où j'ai fait mon école, il y avait beaucoup de gens qui partaient vers l'industrie pétrolière, mais j'avais été frappée par l'enseignement d'une professeure de chimie qui nous avait sensibilisés sur l'aspect préservation des ressources naturelles et en particulier le fait que le pétrole, il pourrait être utilisé à autre chose que pour faire rouler des voitures ou pour chauffer les maisons. Par exemple ? Mais par exemple, dans la santé, il y a beaucoup de médicaments qui sont faits avec le pétrole, dans la cosmétique, les vêtements. En fait, le pétrole, c'est un produit incroyable. Et donc, je m'étais dit, oui... Du coup, pourquoi l'utiliser comme énergie ? Pourquoi, voilà. Et donc, après, j'ai eu la chance de faire des stages dans le nucléaire et c'est ça qui m'a vraiment fait choisir cette voie. Par contre, vous, Emmanuel, le nucléaire, c'était pas forcément votre truc initialement. Vous étiez et vous êtes toujours un fan de mécanique et vous vouliez travailler notamment dans la construction automobile. Alors, qu'est-ce qui vous a finalement attiré dans le nucléaire ? Est-ce que c'est le côté technique, les outils de travail ? Alors, ce qui m'a attiré à l'IRSN, c'est le potentiel en termes de recherche
sur des grands projets, des projets à long terme, et des projets où on étudie la mécanique des fluides avec tout un tas de lasers, de diagnostics. Donc c'est aussi des compétences qu'on va retrouver dans l'automobile, dans l'aéronautique. Là, elles sont adaptées au nucléaire. Donc c'est vrai que je n'ai pas vraiment choisi le nucléaire pour le nucléaire, mais plus pour toute la recherche en fait, qui est menée dans le nucléaire, c'est de la recherche du très long terme. Et ça m'a semblé vraiment très intéressant et je ne regrette pas ce choix aujourd'hui. D'ailleurs, vous ne vous limitez pas au nucléaire, vous n'avez pas peur de tester de nouvelles choses. Regardez la photo qui s'affiche à l'écran, est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Oui, alors ça c'est tout à fait, c'était un projet passionnant qu'on a mené dans le cadre d'un projet européen avec des partenaires européens pour le compte de Météo France. Et en fait, c'est une valorisation d'une technique optique que l'on utilise dans le nucléaire pour mesurer la taille des gouttelettes. Qui était transférée. Et qui a été transférée vers une sonde qu'on appelle aéroportée, donc qui est fixée sur un avion, qui va permettre de mesurer la taille des gouttes dans les nuages. Donc c'était un projet qui était hors nucléaire. Et vous êtes monté dans cet avion ? Oui, on a réalisé les tests à Toulouse, sur cet ATR, je crois que c'était en 2014 ou 2013. Donc voilà, cette sonde est toujours au laboratoire aujourd'hui. Mais c'était un projet hors nucléaire qui était extrêmement intéressant puisque ça nous a permis aussi d'échanger avec une autre communauté que la communauté du nucléaire, ce qui était très, très enrichissant. C'est important d'explorer différents horizons et différents domaines quand on fait la recherche ? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est nécessaire d'échanger avec des communautés qui ne sont pas les mêmes que la sienne. Bien qu'en termes de physique, on va souvent utiliser peut-être les mêmes équations, les mêmes mécanismes, mais dans différents domaines. Donc c'est important. Et pour la motivation du chercheur aussi, c'est extrêmement important. Enfin, pour la mienne, en tous les cas, c'est important. Alors Anne-Cécile, vous aussi, vous avez plusieurs cordes à votre arc. On va vous montrer également une image. Qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est donc un réacteur de recherche en cours de construction sur le site de Cadarache. Et on vous a présenté comme une experte du démantèlement, mais votre premier gros dossier, c'était aussi un projet de construction d'une installation nucléaire, c'est ça ? Oui, vous voulez nous raconter ? Effectivement, c'était il y a quelques années, et c'est vrai que participer à un projet de construction d'une installation neuve, quand on est expert à l'IRSN, c'est vraiment une phase de vie passionnante parce qu'on découvre la nouvelle installation, mais tous les risques liés à toutes les étapes du procédé. On travaille avec toute une équipe de spécialistes. Et puis vient enfin le grand jour, le grand moment où l'industriel nous dit venez donc visiter l'installation. Vous l'avez visité un petit peu en accès anticipé Oui, en plus, oui, il m'avait fait venir une visite spéciale pour moi. Et c'est vrai que de rentrer dans cette installation neuve, alors que ça faisait des mois et des mois que je travaillais dessus, que je calculais tous les circuits de ventilation. Et là, tout d'un coup, se dit « Ah oui, alors ça, c'est le SAS. Oh, tiens, ça, c'est telle cellule. Ah oui. » Oui, et c'est vraiment un grand moment. Quoi. Oui, vous n'avez pas eu de mal à vous repérer, en fait. Vous aviez déjà la carte, les plans dans votre tête. Pas besoin du plan, je savais. D'ailleurs, c'était amusant parce que l'ingénieur sûreté qui était avec moi, de l'industriel, il rigolait tout seul parce qu'il me voyait. Alors, je lui disais « Alors ça, c'est ça dont on a parlé. » Oui, donc j'imagine que c'était gratifiant de voir vraiment se concrétiser un projet sur lequel vous avez travaillé. Oui, vraiment. Alors, il est temps pour nous de finir tout doucement l'émission. Place à la reco des invités. Alors Anne-Cécile, vous avez bien voulu nous partager un livre choc, c'est ça ? Alors, choc... Je reprends vos termes. Hein. Oui, c'est vrai que pour moi, ça a été un choc quand j'ai lu la supplication de Svetlana Alexievitch, qui est donc une Biélorusse qui a construit la chronique d'un monde après l'apocalypse, c'est-à-dire après l'accident de Tchernobyl. Elle est allée rencontrer plus de 500 personnes, les liquidateurs, corps vivants. C'est les premiers qui sont qui sont allés sur site et qui ont jeté les morceaux de corium, qui ont les récupérés, les ont rejetés à l'intérieur. Voilà, les pompiers, des médecins, des citoyens ordinaires, des gens qui vivaient dans la ville de Pripyat à côté. Et donc, sur la base de tous ces récits, en fait, elle raconte la catastrophe et puis comment leur vie a été complètement bouleversée. Donc, c'est vraiment des témoignages. Moi, j'ai trouvé que c'était poignant, quoi. C'était vraiment
extraordinaire. Et donc ça se lit, mais ça se dévore. Voilà. Et pour ceux qui aiment moins lire, il y a une série. Pour ceux qui aiment moins lire, je conseille de regarder la série Tchernobyl qui est sortie en France, je crois, en 2019, dont certains dialogues et certaines scènes sont vraiment issus de ce livre. C'est seulement 5 épisodes et en plus la série a été réalisée en Lituanie, je crois, dans une ville qui ressemble beaucoup à Pripyat, dans une centrale nucléaire qui est vraiment la jumelle de la centrale de Tchernobyl. Vous y êtes allé, vous, à Tchernobyl? Alors moi, je suis allée à Tchernobyl et je suis passée aussi par Pripyat. Et c'est vrai qu'on s'y croit vraiment quand la série passe. Alors, il y a certains ajustements qui ont été faits. Bon, c'est pas 100% ce qui s'est passé, mais quand même, ça permet de comprendre. Bon, le premier épisode, c'est l'accident, et après... tout l'après pour tous ces gens et comment le peuple soviétique a réagi. Enfin, je trouve que c'est fascinant. Et vous aussi, Emmanuel, vous avez une recommandation à nous faire? Oui, en fait, c'était ce reportage de Tokyo Cataclysme et Renaissance, un documentaire, en fait, qui est intéressant parce qu'il montre l'histoire de la ville de Tokyo au fil des siècles. Et il montre que cette ville a été détruite plusieurs fois complètement, donc suite à des tremblements de terre qui ont généré des incendies. Et à chaque fois, les Japonais ont finalement, au bout de quelques années, ont reconstruit la ville. Et c'est assez impressionnant de voir qu'en 5-6 ans, ils arrivaient à reconstruire complètement la ville. Donc c'est vraiment cette capacité du peuple japonais, de cette résilience qu'ils ont, de toujours se relever. Et je pense que ils font face avec l'accident de Fukushima Daiichi aussi à un problème majeur en fait. Mais ils vont mettre tous les moyens et c'est leur honneur finalement, quand on discute avec les chercheurs et les ingénieurs, pour eux, c'est une mission, en fait. C'est vraiment une mission qu'ils ont de s'occuper du site. Et ils nous remercient beaucoup, en tant qu'étrangers, de participer à cette mission. À chaque fois, ils nous remercient de contribuer, finalement, avec notre R&D, à mieux préparer ces opérations de démantèlement qui sont extrêmement complexes. Très bien, on lira le livre et on regardera le documentaire avec passion. Et puis maintenant qu'on sait un peu plus, qu'on en sait plus sur le sujet, ce sera encore mieux. Merci à tous les deux, merci d'être venus sur le plateau de Science en Question. Science en Question, c'est terminé. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve bientôt pour d'autres découvertes. Ciao les sorciers.